Bien, écoutez, nous allons peut-être commencer ce webinaire, donc qui est le deuxième webinaire de la série Le dérèglement climatique, un défi pour les plantes, qui est le thème que le Conseil scientifique de la SNHF a envisagé comme thème pour son colloque 2021 et colloque qui est tenu comme celui de l'an dernier sous forme de 5 webinaires. Donc, nos webinaires vont s'étaler jusqu'au 22 juin et ils ont commencé la semaine dernière. Alors, quelques informations pratiques. Vous retrouverez ces webinaires sur le site de la SNHF, avec donc bien sûr les conférences qui sont données par les conférenciers. Dans quelques jours ou quelques semaines, nous mettrons également sur le site les actes complets de ce colloque qui sont pratiquement terminés et que vous pourrez télécharger en PDF en allant dans la boutique en ligne de la SNHF. Le téléchargement est gratuit. Si vous voulez une version papier, vous la demandez, vous l'achetez à un prix, je crois, de 20 euros. Et cela vous sera envoyé. Donc aujourd'hui, nous allons avoir deux conférences, l'une d'Hervé Jactel, qui est forestier, et l'autre de Jérôme Julien, qui s'intéresse, lui, aux cultures potagères et ornementales. Et ces conférences vont avoir comme point commun de parler des agresseurs qui nous menacent suite au changement climatique. Donc, vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup, qu'il faut être vigilant et que ce n'est peut-être pas une partie de plaisir qui nous attend. Voilà, donc je vais vous dire également, excusez-moi, j'ai oublié, j'aurais dû le dire tout à l'heure, que si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Nous les posons, vous les posez dans la partie Q&R et à la fin de chaque exposé, il y aura un temps consacré pour répondre à chacune des questions. Si vous avez quelque chose à nous dire sur le plan technique parce que ça ne marche pas très bien ou parce que vous n'entendez pas bien, à ce moment-là, vous allez dans la partie discussion et vous vous adressez à nous. Bon, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire et je vais donner maintenant la parole à nos deux animateurs qui sont des membres du conseil scientifique tous les deux. Philippe Regnault, qui est directeur de la santé des végétaux à l'ANSES, et Daniel Véchambre, qui a fait toute une carrière au CTIFL, et notamment sur les plantes potagères. Voilà, je vous laisse la parole et je vous laisse le soin d'animer ce webinaire. Et je vous en remercie. Merci Yvette. Donc effectivement, pour cette partie du webinaire consacrée spécifiquement à l'aspect sanitaire des choses, il est important, avant de donner la parole à nos intervenants, de souligner que nous sommes dans un contexte phytosanitaire qui s'avère de plus en plus difficile pour toutes les plantes cultivées, les plantes forestières, les plantes des milieux naturels, les plantes ornementales, etc. Et que maintenant, une grande communauté de scientifiques ont identifié principalement trois grandes causes qui malheureusement ont tendance à favoriser l'émergence ou la réémergence de problèmes sanitaires. La principale étant l'intensification des échanges de plantes, des échanges commerciaux de plantes à travers le monde. Juste derrière, les perturbations climatiques, qui sont donc le sujet de cette série de webinaires, et puis enfin, l'évolution aussi de certaines pratiques culturales. Alors, pour refaire un tout petit focus sur l'aspect climatique des choses, le changement ou les changements, les dérèglements climatiques ne sont pas nécessairement
simple et unique cause de problèmes phytosanitaires nouveaux ou plus difficiles. En revanche, ils ont facilement tendance à faciliter, à accompagner l'installation, la dissémination ou de favoriser les dégâts qui sont provoqués par ces nouveaux organismes nuisibles. Donc il est très clair, et c'est la raison pour laquelle ce choix a été fait, qu'on ne peut pas envisager les conséquences des dérèglements climatiques sans les aborder par cet angle phytosanitaire. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle donc, nos deux auditeurs d'aujourd'hui, Hervé Jactel d'une part et Jérôme Jurien d'autre part, ont été sollicités. Et on les remercie bien sûr pour la disponibilité qu'ils ont su dégager pour nous faire partager leurs compétences. Donc on va tout d'abord donner la parole à Hervé Jactel. Alors Hervé Jactel est directeur de recherche à l'INRAE et il est impliqué au niveau du centre INRAE de Bordeaux sur des thématiques de recherche qui concernent donc l'impact d'insectes ravageurs sur les essences forestières. C'est donc le prisme qu'il a choisi d'utiliser pour nous faire part un petit peu de sa vision des choses sur ce à quoi il faut s'attendre et puis surtout sur quels objectifs, quels enjeux il faut identifier dans ce cadre-là. Voilà. Donc Hervé, on te laisse la parole, c'est bon pour toi? Bien, merci beaucoup Yvette et Philippe pour votre présentation, introduction et surtout pour votre invitation à présenter ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran et je vais me mettre en plein écran et vous allez me dire si c'est OK pour vous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez l'écran plutôt? Oui, tout à fait, ça marche. Bon? OK, bien, merci. Donc, oui, alors aujourd'hui, je voulais évoquer la réponse au changement climatique des insectes ravageurs des forêts. Alors, en fait, j'aurais plutôt dû dire ravageurs des arbres, puisque la plupart des résultats que je vais vous présenter, à mon sens, s'appliquent aux arbres, qu'ils soient en forêt, mais aussi en ville, voire au bord des champs. Et donc, je vais essayer de balayer un petit peu cette question. Alors, quand on la pose, la première réaction est sans doute celle-là, c'est-à-dire un effroi, une peur, une crainte que les insectes ravageurs ne provoquent des dégâts majeurs en forêt en raison des changements climatiques. Alors, cette crainte est très fondée par une équation tout à fait simple que vous avez probablement déjà en tête, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, qui est une des composantes majeures du changement climatique, bien, il est censé favoriser des organismes qui ne contrôlent pas leur température, comme qu'on appelle poikilothermes, que sont les insectes phytophages. Et donc, ce faisant, leur survie est améliorée, leur activité est boostée, et les insectes phytophages ou défoliateurs ou consommateurs de plantes, voilà, augmentent leur population et donc, par là même, risquent d'augmenter fortement les dégâts forestiers. Alors, cette équation, cette crainte sont eh bien, malheureusement validées par un certain nombre de preuves quantitatives, empiriques, observées un peu partout dans le monde. L'exemple peut-être le plus fracassant est celui de la gigantesque pullulation de ce scolite, là, ce qu'on appelle mountain pipe beetle ou dendroctone en français, qui a démarré une pullulation à la fin des années 90, début des années 2000, et qui a duré plus de 15 ans et qui aura touché au total 1 million de kilomètres carrés, 1 milliard de mètres cubes d'arbres seront morts, provoquant bien en fait la relargation de 1 milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, faisant basculer cette forêt d'un puits de carbone à une source de carbone. Et très clairement, nos collègues canadiens ont pu identifier que la cause du début de ces pullulations était le réchauffement des températures hivernales, sachant que ces insectes étaient jusque-là régulés par des températures létales en hiver de moins 40. Et dans ces années-là, on a commencé à avoir des hivers de plus en plus chauds, au-delà de cette température létale, plus de survie de ces insectes qui démarrent donc une pullulation. Alors, on était assez conscient que cet exemple canadien risquait de s'élargir et de se retrouver ailleurs. Et malheureusement, en Europe, on a vécu récemment ce type de pullulation de scolites. Donc, ces petits coléoptères qui se nourrissent du bois sous l'écorce des arbres, avec ces
grosse pullulation du scolite typographe sur Epicéa dans le nord-est de la France, mais également sud-ouest de l'Allemagne, avec là encore des millions d'arbres morts. On voit cette immense plantation d'Épicéa complètement dévastée par cette pullulation d'insectes. Et là encore, une des causes premières, c'est l'augmentation des températures hivernales avec un seuil de température létale de moins 20 degrés qui n'était plus atteint ces années-là. Alors, d'autres effets immédiats du réchauffement climatique, au-delà de la pullulation, de la multiplication des populations, c'est l'extension de l'aire de présence de ces insectes. Un exemple emblématique en France, c'est celui de la processionnaire du pin, que vous connaissez bien, puisque ce défoliateur est bien visible avec les nids d'hiver que les chenilles tissent, ces espèces de boules blanches qu'on voit au bout des arbres, avec donc des défoliations, mais aussi des urtications, malheureusement, pour les usagers. Et donc, nos collègues, notamment à l'Hydra d'Orléans, ou dans le nord de l'Italie, ont bien pu suivre l'évolution de la répartition de cet insecte. Et vous voyez sur cette carte de France que l'aire de répartition n'a cessé d'augmenter récemment, très clairement lié avec ces augmentations de température. Là, je cite la température létale de moins 16 degrés. Il est clair qu'on l'a de moins en moins fréquemment en hiver en France. Et on voit bien que jusque dans les années 80, en gros, c'était la Loire, la limite nord, et maintenant, on est plutôt au niveau de la Seine, en limite nord, avec très récemment la Bretagne, la Normandie, et bientôt les Hauts-de-France qui sont atteints par cet insecte. Avec une conséquence tout à fait étonnante, mais qu'on aurait pu anticiper, et le fait que comme ces insectes occupent un territoire plus vaste, ils rentrent en contact avec des nouveaux hôtes. Et alors que jusque-là, le sapin de Douglas, une essence très importante pour l'économie forestière française, était épargné, l'aire de répartition, la processionnaire du pin a recouvert l'aire de répartition ou de plantation du Douglas et il s'est retrouvé attaqué par cet insecte ravageur. Donc un changement d'hôte au-delà d'un changement d'air. Ceci dit, voilà, le changement climatique, ce n'est pas que les réchauffements, il y a l'augmentation des températures, mais il y a aussi des sécheresses de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères, comme on le voit sur cette carte. Aussi des extrêmes plus fréquents, avec des événements de tempête, dont on a longtemps hésité à l'associer au changement climatique, mais de plus en plus, nos collègues modélisateurs expliquent que même si la fréquence n'est pas forcément augmentée, au moins la puissance de ces tempêtes est très clairement liée au réchauffement des températures de surface de l'eau et des océans. Et donc, on a un enchaînement de causes liées au changement climatique qui peuvent avoir des effets sur les insectes ravageurs. Autre complexité, parce que finalement, ce n'est pas si simple, les insectes ravageurs, donc phytophages, il peut y avoir des effets directs sur leur physiologie, développement, comportement, mais il faut savoir aussi qu'ils sont en interaction avec des plantes, et donc les plantes elles-mêmes réagissent au changement climatique, mais ils sont aussi eux-mêmes régulés par des ennemis naturels, prédateurs, parasitoïdes, qui eux-mêmes peuvent être impactés par ce changement climatique. Donc, il faut tenir compte finalement des effets directs et indirects de plusieurs facteurs climatiques. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant pour vous indiquer que la réponse n'est pas forcément immédiatement ou simpliste à la question de l'effet du changement climatique sur les insectes qui s'attaquent aux arbres. Alors, j'ai dit tout à l'heure, augmentation des températures, accélération du développement, comme on voit sur cette figure-là en haut à gauche, en fonction de la température. Et donc, on l'a montré pour beaucoup d'insectes, y compris pour les scolites, comme là sur le scolite du pin, avec donc un risque d'une augmentation du nombre de générations par an. Et qui dit plus de générations dit effectivement plus de population, plus d'individus également, puisqu'à chaque génération, c'est souvent un facteur de 100 multiplicateur qui s'impose. Et là, on a montré, par exemple, que dans la région sud-ouest de la France où on étudiait cet insecte, toutes les années où il y avait en moyenne 1 degré de plus en température annuelle, on a eu une génération de plus, on est passé de 2 à 3 générations de cet insecte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde en fait la réponse des insectes à la température, on a cet optimum qu'on voit là, après cette augmentation, mais il peut y avoir après, et il y a toujours en fait après une décroissance avec des températures létales.
Alors, il y a les températures létales basses en hiver dont j'ai parlé, mais il y a aussi les températures létales hautes, où on montre que des canicules, hein, des heat waves en anglais, peuvent provoquer des mortalités. Et on se souvient de l'année 2003, où des températures en été de 40 degrés avaient provoqué une mortalité quasiment complète des pompes de processionnaires du pain. On sait aussi que des températures trop hautes, finalement, même si ça augmente le nombre de descendants par femelle, a comme effet une réduction de la qualité finalement physiologique des descendants, avec une réduction de leur taille, de leur concentration en lipides, et donc une moins bonne performance, si vous voulez, à la fois de reproduction et de déplacement, de dispersion de ces insectes, quand les températures ne sont plus aussi optimales et dépassent des seuils optimaux qui sont en général autour de 30-35 degrés, voilà, chez ces insectes ravageurs forestiers. Un autre phénomène que nous, on a pu démontrer expérimentalement, c'est que les insectes sont aussi sensibles à ce que j'appelle des coups de chaleur, c'est-à-dire une variabilité drastique de la température d'un jour sur l'autre. On l'a montré en comparant finalement le développement et la survie d'un insecte ravageur. Là, c'est Monocamus galloprovincalis, qui se trouve être en plus le vecteur du nématode du pain, qu'on a élevé en conditions où la température moyenne était la même, mais où l'écart journalier était ou faible, ou au contraire laissé très variable. Et on a vu que les insectes soumis à ces brusques variations de température mouraient 42 jours plus tôt que ceux qui étaient dans une condition de température stable. Donc voilà, les insectes bénéficient d'une augmentation des températures, mais aussi peuvent être impactés fortement quand celles-ci dépassent une valeur très chaude. Il faut aussi savoir que leurs ennemis naturels, donc leurs parasitoïdes, répondent à la température de la même façon et donc peuvent être favorisés. Donc ça, nous, on l'a analysé avec une méta-analyse de la littérature où on a regardé en fait le taux de parasitisme en fonction de l'altitude, parce que c'est une façon détournée de tester l'effet des températures, et on a montré que le taux de parasitisme décroît avec l'altitude, c'est-à-dire quand on monte en altitude, il fait plus froid, donc à l'inverse, quand on remonte cette courbe, le taux de parasitisme augmente avec les températures. Donc plus il va faire chaud, plus un certain nombre de parasitoïdes vont se développer et parasiter les insectes herbivores. Donc, la réponse finale entre qui va gagner du parasitoïde ou de l'insectivore est assez compliquée à prédire. Nous, on montre en fait que ça va beaucoup dépendre du comportement de ces insectes, c'est-à-dire si l'insecte ravageur est ectophage, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur de la plante, il va être beaucoup plus soumis à l'impact augmenté des températures favorisant ces parasitoïdes. Je passe à la sécheresse. Alors la sécheresse, en fait, quand on regarde la littérature, extrêmement peu d'analyses sur l'effet direct de la sécheresse sur l'insecte, sur sa survie. Bon, on sait que les insectes ont besoin d'un peu d'humidité, mais il y a très peu de sources expérimentales qui valident une réponse à la sécheresse directement. Par contre, énormément de littérature sur l'effet de la sécheresse sur les plantes, en l'occurrence sur les arbres, et comment ces arbres vont réagir, résister plus ou moins aux attaques d'insectes ravageurs ou de champignons pathogènes, puisque là, on l'avait inclus dans notre étude. Donc, c'est encore une fois une méta-analyse de la littérature scientifique, où on avait plus d'une centaine d'études testant l'effet du stress hydrique sur les dégâts de ravageurs forestiers. Et ce qu'on a montré, c'est là encore une réponse contrastée en fonction de la guilde trophique, c'est-à-dire que on voit une augmentation des attaques d'insectes secondaires, comme les scolites, ceux qui attaquent les arbres un peu affaiblis sous l'écorce. Aussi une réduction des dégâts attendus, une augmentation des dégâts attendus des défoliateurs primaires, comme la processionnaire du pin, mais une probabilité de réduction des dégâts sur les insectes primaires se nourrissant plutôt des organes troncs, branches, pousses, etc., comme l'ilobe du pin. Alors ça s'explique beaucoup par, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer dans les détails, mais par un effet sur la qualité alimentaire des tissus. Par exemple, les défoliateurs, ici, ils sont favorisés parce que
la concentration en azote dans les feuilles augmente quand la sécheresse augmente, parce qu'il y a moins d'eau. Et puis, inversement, ici, la qualité des tissus libériens sous l'écorce sont moins bons pour les insectes primaires. Donc ça, c'est des effets de qualité, mais il y a aussi des effets de réaction de défense des arbres qui mobilisent des composés terpéniques ou des composés phénoliques de défense et qui repoussent ou contre-attaquent finalement les infestations d'insectes. Alors ça se revérifie sur cette courbe qui montre un deuxième phénomène qui est que non seulement la guilde trophique est importante en prédiction des effets de la sécheresse, mais aussi le niveau de stress hydrique. Et ce qui se passe pour ces scolites qui attaquent les arbres plus ou moins affaiblis, c'est que quand le stress hydrique est relativement faible, les arbres finalement sont plus résistants que des arbres sans stress hydrique, ce qui est un peu paradoxal, mais ce qui s'explique par le fait que quand le stress augmente, augmente mais reste faible, il y a une répartition de l'énergie carbonée dans l'arbre qui fait que l'arbre arrête finalement de sa croissance et investit dans sa défense. Et donc, le métabolisme primaire se ralentit au profit du métabolisme secondaire qui permet de produire ces résines de réaction de défense. Et donc, finalement, à stress faible, l'arbre résiste mieux aux attaques de scolites. Ensuite, quand le stress augmente, ce qu'on voit sur cet axe X-là, eh bien, en fait, toute la physiologie de l'arbre, finalement, a tendance à s'arrêter. Les ressources énergétiques carbonées partent dans les racines pour assurer la survie de l'arbre. Et donc, le métabolisme primaire et secondaire s'arrête. Et donc, l'arbre n'est plus en capacité de développer des réactions de défense. Et il est attaqué avec succès, voire tué par les attaques de scolites. C'est ce qu'on a vu sur l'épicéa les hivers précédents. Alors, tout ça pour rappeler finalement que les effets du stress hydrique sur l'arbre et leurs conséquences sur les insectes ravageurs sont rarement linéaires, sont plutôt non linéaires avec des effets de courbe en cloche. Donc, pour les scolites, c'était cette courbe-là où on a une meilleure résistance quand le stress est faible, et puis après, la vulnérabilité augmente. Et inversement, pour un certain nombre de défoliateurs, au contraire, voilà, les performances sont meilleures ici, mais ensuite, la feuille se dessèche et les performances diminuent, et donc les dégâts aussi diminuent. Donc, vous voyez, l'intensité du stress hydrique est une façon de prédire les dégâts associés sur les arbres. Alors, il faut aussi à nouveau indiquer que les parasitoïdes, finalement, sont attirés par les plantes stressées et vont avoir tendance à plus contrôler les insectes ravageurs qui se seront installés sur les plantes stressées. Donc, on a un effet, encore une fois, des interactions trophiques un petit peu complexes à prendre. J'ai évoqué les événements extrêmes. Vous me dites si je suis un peu long, hein, je n'ai pas mesuré mon temps de… Encore 5 minutes, Hervé. OK, donc les événements extrêmes sont importants puisque, en fait, il y a typiquement un enchaînement. Ici, la tempête va créer ce qu'on appelle des chablis, des arbres cassés, des arbres qui ne vont pas pouvoir mobiliser leur action de défense, qui sont un substrat de développement idéal pour un certain nombre d'insectes ravageurs, notamment ces scolites, et donc ils vont pulluler. Donc ça, on l'a très bien vu lors des tempêtes Klaus, notamment 2009, dans la forêt des Landes, où les zones de chablis intenses se sont retrouvées celles où les pullulations de scolites étaient aussi localisées. Alors, bon, des études récentes ont montré qu'effectivement, il y a des effets directs sur les insectes, mais il y a aussi ces effets indirects qui sont médiés par la réaction de défense des arbres, et puis ces effets d'interaction via d'autres aléas climatiques, donc ce que je vous ai expliqué ici, et l'effet des tempêtes, mais aussi l'effet du feu. Il y a des insectes qui sont pyrophiles, qui se développent plus sur les forêts attaquées par le feu. Et donc, voilà, la complexité est nécessaire à prendre en compte pour la prédiction. Donc, Philippe, tu l'évoquais en introduction, changement climatique accompagne également un changement global avec une augmentation des invasions biologiques liées aux échanges commerciaux. Et les deux sont liés mécaniquement par le fait qu'on importe de plus en plus de biens et de matériaux
deux régions du monde qui sont plutôt chaudes, hein, plutôt subtropicales. J'ai ici en tête, enfin, sur cet exemple très clairement certaines régions chinoises, où, par exemple, les insectes peuvent être introduits et puis après mieux s'installer en Europe dans la mesure où le climat est plus favorable. C'est ce qu'on voit très bien avec la pyrale du buis, qui fait des dégâts donc, sur ce petit arbre en zone forestière, mais qui pullule davantage dans les zones les plus chaudes dès lors qu'elle est capable de faire 3 générations par an. Et c'est là où on observe des mortalités. Donc, réchauffement plus invasion biologique, le résultat est clair avec une augmentation du risque. Donc, pour conclure et résumer, je dirais qu'en termes de prédiction de ce qui nous attend, moi, je vois très clairement que finalement, les arbres vont être les perdants à court terme de ce changement climatique et les insectes gagnants dans la mesure où on va avoir une augmentation lente des températures avant d'atteindre les seuils critiques dont je l'expliquais tout à l'heure, qu'ils étaient autour de 35-40 degrés. Et donc, d'ici qu'on les atteigne, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont favoriser les insectes. D'autant que ceux-là sont plus mobiles dans l'espace et dans le temps que les arbres, bien sûr, puisque les insectes volent et pas les arbres, et que les insectes peuvent avoir des arrêts de développement alors que l'arbre ne peut pas y échapper. Donc, l'insecte peut échapper davantage à ces mauvaises conditions climatiques. Bon, on voit bien que l'insecte a un temps de génération aussi beaucoup plus court, donc il va s'adapter davantage et beaucoup plus vite que l'arbre. Et puis, rappelons in fine que bien, il y a 100 fois plus d'espèces d'insectes que d'espèces d'arbres connus, et donc un arbre a 100 fois plus de risques de tomber malheureusement sur l'insecte qui va bénéficier du changement climatique pour l'attaquer. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, et puis je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans certains détails. Et merci encore pour votre attention. Merci beaucoup Hervé pour cet exposé qui était parfaitement dans les temps et qui était très clair en ce sens qu'il montrait de façon vraiment adaptée la multiplicité des composantes de ce que l'on appelle le changement climatique et qui en fait englobe des enjeux qui s'avèrent être très pluriels et puis qui montrent aussi qu'effectivement il n'y a pas qu'un seul impact à envisager, hein, et qu'il y a même plusieurs séries d'impacts en cascade sur lesquels il faut essayer d'anticiper pour se construire une vision à peu près cohérente des choses, mais bon, malheureusement, c'est certainement uniquement le futur, hein, qui nous permettra de voir si oui ou non on est capable aujourd'hui d'anticiper de la meilleure façon qui soit. Alors, on a 2 questions qui sont déjà présentes dans le chat, hein, dont je vais me faire le relais. Tout d'abord, Noël Dorion, qui aborde d'ailleurs l'aspect pratique culturale, puisque la forêt est aussi un espace cultivé. Est-ce que la monoculture pour les épicéas, par exemple, ne contribue pas à l'augmentation des dégâts? La réponse est clairement oui. Il se trouve que c'est en fait mon sujet de recherche privilégié, donc on a beaucoup travaillé sur la relation entre diversité et résistance dans les forêts. Et donc, on a publié cette année une méta-analyse de plus de 600 études internationales qui démontrent très clairement que les dégâts d'un insecte ravageur sont plus importants en monoculture qu'en peuplement mélangé, y compris quand on considère un insecte donné sur une essence donnée, cultivé ou géré en peuplement pur ou en peuplement mélangé, donc sans effet confondu. On a en moyenne 20% de dégâts en plus, mais quand on se focalise sur les espèces les plus spécialisées, hein, on monte à 60% de dégâts supplémentaires en monoculture. Donc, dans nos travaux, on explique ça de façon très claire par 3 grands mécanismes. Le fait qu'en forêt diversifiée, la quantité de nourriture pour l'insecte est plus faible, donc moins de possibilités de se reproduire. Deuxièmement, que les arbres sont plus durs à trouver, hein, la colonisation est limitée par la présence d'arbres qui ne sont pas des hôtes, et donc par des phénomènes de masquage, notamment olfactifs. Les insectes n'arrivent pas à percevoir les odeurs attractives de leur arbre hôte. Et le troisième mécanisme, c'est le rôle des ennemis naturels, hein, les forêts mélangées. Là encore, on l'a bien montré, sont beaucoup plus riches en oiseaux insectivores, en chauves-souris, en arthropodes prédateurs.
qui peuvent après réguler ces insectes insectivores. Donc, on a très clairement, et d'ailleurs, c'est à peu près la seule solution un peu générique que l'on peut proposer pour éviter tous ces problèmes en forêt liés au changement climatique, parce qu'on a montré qu'elle était valable pour beaucoup de guildes eutrophiques, aussi bien des défoliateurs que des xylophages, etc. Très bien, merci Hervé. On va passer à une deuxième question qui est posée par Jean-Luc Reignard et qui pose d'ailleurs la question du lien entre ce qui est les composantes biotiques et abiotiques, hein, des interactions dont on discute aujourd'hui avec la physiologie de l'arbre. Donc Jean-Luc Reignard remercie pour la clarté de l'exposé et il demande s'il est possible de commenter brièvement la capacité de survie des ligneux, des arbres, en lien, en référence avec leurs réserves. Parce qu'effectivement, l'accumulation des réserves, hein, peuvent être certainement pénalisées par des épisodes de stress, qu'ils soient hydriques et ou thermiques, et ce qui donc affecterait leur résilience à certaines attaques de ravageurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est un phénomène majeur. Il y a deux phénomènes. Enfin, bon, je suis sûr que vous connaissez mieux que moi pour d'autres plantes. L'arbre meurt de soif, mais il peut aussi mourir de faim à cause de la sécheresse. Donc, en fait, l'effet soif, c'est plutôt de l'embolie, des canaux, etc. Mais l'effet mourir de faim, c'est toutes ces réallocations de réserves carbonées, ce qu'on appelle les non-structural carbon compounds. Alors, je ne sais plus le terme en français, mais bref, les composés qui ne rentrent pas dans la structure de l'arbre et de la plante et qui sont mobilisés pour le métabolisme et qui sont voilà, réalloués en fonction des besoins de l'arbre avec une succession entre guillemets, de décisions de l'arbre s'il alloue à la croissance ou s'il alloue à la défense ou s'il alloue à la survie, avec des phénomènes de stockage qui sont plutôt dans la résine chez les conifères et plutôt dans les racines chez les feuillus, et avec la possibilité de stockage important dans les racines. En fait, on sacrifie un petit peu l'appareil aérien et on stocke dans les racines, et après on remobilise ça. Et avec des effets qui sont beaucoup plus rapides pour les conifères que pour les feuillus, puisqu'on voit très bien qu'après une sécheresse, les feuillus ne commencent à dépérir souvent que 2 à 3 ans plus tard, une fois qu'ils ont finalement épuisé ces réserves de carbonées qu'ils avaient stockées dans leurs racines. Et donc, on a ce phénomène de décalage, mais on a aussi ce phénomène qu'on peut éventuellement voilà, favoriser l'accumulation de réserves pour prévenir ces stress. Et donc, c'est une des clés de l'amélioration de la résistance. Et typiquement, au-delà de ce que j'ai expliqué sur la diversité des arbres, l'action que l'on suggère, c'est de réguler la densité, c'est-à-dire utiliser des éclaircies pour favoriser la vigueur individuelle des arbres, éviter la compétition en arbres pour la lumière et pour l'eau, de sorte que chaque arbre individuellement stocke davantage d'énergie et soit plus en capacité à résister aux attaques de ravageurs ou au stress physiologique. Merci. On a encore le temps pour 2 questions peut-être. Alors, une question de Colette Keller-Didier qui demande si a été étudiée la résistance des arbres plantés mycorhizés aux attaques des insectes. Très, très bonne question. Alors, en fait, j'ai en tête quelques études assez indirectes, pas forcément en lien avec une mycorhize, un insecte, mais globalement plutôt, on va dire, la vulnérabilité au stress des forêts mycorhizées, avec un effet très clair d'amélioration de l'état sanitaire de la forêt, est très clairement lié à cette capacité des mycorhizes à aider finalement l'arbre à mobiliser à la fois l'eau et les nutriments. Et donc, cette exploration du sol grâce au réseau mycélien est effectivement extrêmement utile et important pour renforcer la résistance et même la résilience des forêts à ces stress. Et donc, c'est aussi une des causes indirectes du mélange, c'est que le mélange d'essences forestières favorise aussi la diversité, je ne l'ai pas évoqué, mais des bactéries du sol et des mycorhizes, et que toutes ces interactions voilà, améliorent la résilience in fine de la forêt mélangée. Merci. Alors, une question maintenant qui aborde
un angle de vue différent qui se base sur l'exemple de la région des Pyrénées-Orientales. Donc, en montagne, à 1500 mètres d'altitude, des coupes de bois qui concernent des pins accrochés et du hêtre laissent à nu de grandes surfaces. Donc, il est précisé qu'il reste un strict minimum d'arbres reproducteurs. Est-ce que ces surfaces nues peuvent se transformer en puits de chaleur et donc favoriser l'apparition de nouveaux insectes prédateurs qui seraient adaptés à ces puits de chaleur? Est-ce que ces surfaces nues peuvent aussi favoriser la sécheresse environnante parce qu'il n'y a plus d'arbres pour retenir les eaux de pluie de type méditerranéen? Alors, la question est super intéressante, mais aussi très complexe, parce que le phénomène de coupe, voire de coupe rase, a des effets multiples. Bon, il y a un effet sur l'albédo, hein, comme évoqué, avec un risque de, voilà, que l'absorption de la chaleur augmente. Il y a une réduction aussi de… Enfin voilà, la question finalement, elle est spatiale. C'est une question d'échelle, parce qu'on peut imaginer que la surface de coupe va jouer sur des phénomènes locaux, mais aussi sur des phénomènes plus généraux. Les phénomènes plus généraux étant autour de la capacité des forêts à évaporer, à participer au cycle de l'eau. On sait que les forêts augmentent les précipitations localement, etc. Et donc, des grandes coupes très étendues peuvent modifier à très long terme. On l'a vu d'ailleurs sur les dégâts de scolytes, ce bassin canadien où le régime climatique a été perturbé par la mort des arbres. Et donc, on peut imaginer que les coupes aient le même effet. Après, il y a quand même cette question de la dimension, c'est-à-dire que la surface de la coupe va jouer, et aussi les arbres qu'on coupe, mais aussi les arbres qu'on laisse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets indirects, ce qu'on appelle les rémanents de coupe, selon qu'on va les laisser sur place ou les exporter, avec grosso modo, si moi je résume un peu l'état actuel des recherches scientifiques, plutôt l'intérêt de les laisser, ces rémanents de coupe, parce que voilà, on exporte moins de minéraux et moins de carbone, et puis on favorise aussi une biodiversité de prédateurs qui régulent les ravageurs, et donc une biodiversité améliorée. Donc voilà, la question de la coupe, c'est très très complexe, très controversé, hein, on entend bien dans les médias cette polémique, mais typiquement, je dirais que c'est vraiment une question d'ampleur, question de surface. Voilà. Des petites coupes bien gérées sont tout à fait acceptables, ça rentre dans le processus de régénération de la forêt. Des coupes étendues, rases, avec exportation des rémanents ou des arbres, là, commence à poser problème. Merci pour ces précisions. Deux dernières questions. Alors, une première qui est très très courte. Qu'entendez-vous par guilde trophique? Donc, oui, pardon, la guilde trophique, en fait, c'est le comportement alimentaire, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai parlé des défoliateurs, ce seront des chenilles qui vont grignoter les feuilles. Inversement, la guilde trophique des insectes des galles, c'est ceux qui vont former des galles sur la… Et après, il y a les piqueurs-suceurs qui vont prélever la sève. Il va y avoir les coléoptères saproxylophages qui vont manger le bois. Voilà, en gros, c'est le comportement alimentaire et la partie de la plante qui est consommée qui définit la guilde trophique. Merci pour cette précision. Et une dernière question. Que pensez-vous de la migration assistée pour faire face au changement climatique? Ne risque-t-on pas encore plus de propager des ravageurs? Ne faudrait-il pas plus miser sur la diversité génétique des essences locales, comme par exemple le label végétal local pour les ligneux, haies, systèmes agroforestiers, etc. Là encore, une question assez polémique en ce moment. Là, autant pour la coupe, c'est une question de surface. Ici, autant pour la migration assistée, je pense que c'est un problème de temps. C'est-à-dire que j'ai bien peur que ça n'aille pas assez vite pour adapter les forêts. Parce que trouver les provenances du sud, les montées dans le nord, qu'elles s'adaptent localement avec pas forcément le bon sol, les bonnes mycorhizes, les bonnes interactions, que ça produise une forêt qui soit adaptée, je suis assez sceptique. Et en plus, le gain de diversité par rapport aux attaques de ravageurs risque d'être trop faible, parce qu'on reste quand même dans la même espèce. Et donc, si cette espèce est sensible à telle espèce locale, voire une telle espèce invasive, on gagnera peu.
à changer. Donc, pour moi, le problème, c'est la question de la substitution. Une essence par une autre, une provenance par une autre, qu'emprunte la voie qu'emprunte la migration assistée. Moi, je crois beaucoup plus dans les vertus de la complémentarité ou de l'addition. C'est-à-dire que si on veut faire la migration assistée, OK, mais pas en substitution, en complément ou en interaction avec des essences locales maintenues, y compris parce qu'on va pouvoir imaginer après des systèmes d'échange de gènes, d'hybridation, etc., qui vont probablement aider à l'adaptation. Donc, je suis pas formellement, je suis assez sceptique en termes d'efficacité. Je suis pas complètement opposé, mais je pense que c'est à considérer non pas en substitution, mais en complément. Très bien, merci Hervé. Eh bien, écoutez, on va arrêter là les questions sur cet exposé et je vais laisser la parole à Daniel pour l'exposé suivant, pour son introduction. Merci encore. Merci à vous. Bonjour à tous. Dans la suite de cet après-midi, je vais céder ensuite la parole à Jérôme Julien qui travaille à l'ANSES à Angers. Et pas l'ANSES, c'est pas l'ANSES? Ah. C'est la DGL, le ministère de l'Agriculture. Ah, d'accord. Bon, oui. Parce que je trouve un peu bizarre le titre l'expert national. D'habitude, l'expert national était au service de la protection des végétaux. C'est exactement ça, ça n'a pas changé. Voilà. Bon, donc ça n'a pas changé. Et donc, il s'occupe des maladies ravageurs, notamment dans le secteur des potagers et des vergers, donc tout ce qui est l'horticulture au sens large, on va dire. Et donc chargé de la surveillance, donc il est aux aguets de tout ce qui peut se passer sur les multiples espèces horticoles, et nous allons retrouver en grande partie ce que nous venons de voir sur les arbres, donc avec des auxiliaires qui vont être favorisés, d'autres défavorisés, des maladies favorisées, d'autres défavorisées, et des champignons, etc. Donc je ne vais pas attarder plus longtemps et je vais vous laisser la parole. Merci. Donc, je vais partager l'écran. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord, c'est parfait. Donc voilà, effectivement, je vais vous présenter les maladies ravageurs des potagers et vergers. C'est un focus sur ce type de culture. Je n'aborderai pas les cultures ornementales, par exemple, qui pourraient faire l'objet d'une autre présentation, mais on va retrouver un certain nombre de phénomènes qui sont assez partagés sur l'ensemble des plantes de jardin et qui pourraient concerner tout autant les espèces ornementales que potagères ou fruitières. Alors déjà, les caractéristiques du changement climatique, bon, on les a rappelées et on peut préciser qu'il s'agit notamment d'une modification de la répartition des pluies, assez importante et marquée depuis 2015 environ. Les hivers sont moins froids et plus humides. On constate même des hivers assez doux parfois. Des orages qui sont localement violents associés à du vent fort, ou le vent fort sans les pluies orageuses. Parfois, ces orages sont accompagnés de grêles. Ils peuvent survenir très rapidement avec de fortes précipitations. Les épisodes cévenols que l'on peut rencontrer maintenant dans d'autres régions de France. Les gelées tardives de printemps qui impactent les fleurs et bourgeons qui ont démarré précocement, de plus en plus tôt, avec l'augmentation des températures en hiver. Des étés plus secs et chauds, avec une augmentation des journées caniculaires. Alors on parle de canicule quand les températures diurnes, bon, selon les cas, selon les régions, sont supérieures à 30 ou 38 degrés. Et qu'elle dure au moins 2-3 jours, et avec des valeurs nocturnes de 18 à 25 degrés selon les régions. Donc quand ces températures sont maintenues aussi élevées, effectivement on parle de canicule avec des effets marquants sur les végétaux et aussi sur les bioagresseurs de ces plantes. Et puis de faibles hygrométries estivales, parfois accentuées avec le vent. Donc, ce qui conduit notamment à de fortes évapotranspirations chez les végétaux. Alors, on voit sur ce schéma une chaîne trophique ou chaîne alimentaire et le complexe que représente la plante dans son environnement avec différents facteurs biotiques et abiotiques. Donc, d'abord, les données météo qui sont sur des pas de temps plus limités que les facteurs climatiques qui, eux, s'étendent sur plusieurs années, mais qui vont avoir une influence sur les végétaux cultivés.
on voit ensuite l'activité des bioagresseurs, des auxiliaires, au sens large, avec les pollinisateurs, toute la vie du sol, des micro-organismes jusqu'aux macro-organismes type vers de terre, par exemple, qui vont avoir une influence sur le développement de la plante et sur sa capacité de résilience ou de résistance aux facteurs climatiques en évolution. Cela sera le cas aussi vis-à-vis de la pression biotique exercée par les organismes nuisibles émergents, dont certains sont réglementés avec des conséquences graves sur la vitalité des plantes. Alors, l'activité des auxiliaires, puisque nous pouvons faire un focus sur ces organismes dits utiles dans les jardins ou dans les écosystèmes jardins, au potager et au verger, risque effectivement de voir des modifications de leur développement, donc qu'il s'agisse de coccinelles, cirques ou autres prédateurs. Si ces espèces sont affectées par le changement climatique, elles peuvent aussi subir un décalage temporel par rapport aux ravageurs, et cela pourrait entraîner des déséquilibres au niveau des chaînes alimentaires et entraîner, le cas échéant, des pullulations plus fréquentes ou intenses d'insectes et d'acariens phytophages. Donc c'est à l'étude, mais malgré tout, on observe en même temps des insectes auxiliaires qui vivaient uniquement sous abri ou qui étaient utilisés en lutte biologique sous serre et qui maintenant ont commencé à s'établir en extérieur, en plein air. Par exemple, la punaise Macrolophus pygmaeus est une punaise prédatrice d'aleurodes, de thrips, d'acariens, de papillons, et dans une moindre mesure de pucerons, de larves de mouches mineuses que l'on peut voir maintenant s'établir en extérieur. Donc on peut considérer que ces évolutions finalement vont être assez concomitantes, probablement progressives, et pourraient permettre que les populations de ravageurs et d'auxiliaires évoluent conjointement et se maintiennent à l'équilibre dans bon nombre de situations. En tout cas, il y aura certainement une corrélation entre la dynamique des auxiliaires, quels qu'ils soient, prédateurs, parasitoïdes et même entomopathogènes, ainsi que les pollinisateurs ou ceux qui ont une action sur l'humidification de la matière organique. On peut considérer que tous ces auxiliaires au sens large vont certainement s'adapter à l'évolution du climat. Les effets du changement climatique peuvent se manifester d'abord sur des facteurs abiotiques au niveau des plantes potagères et sur les fruitiers, avec des répercussions dans un second temps sur des risques parasitaires qui peuvent découler de ces causes primaires non parasitaires. Alors, on peut signaler les risques d'asphyxie et de nécrose racinaire dans les terres lourdes, notamment les sols qui peuvent être gorgés d'eau l'hiver, en fond de vallée notamment. L'altération de la vernalisation des arbres à floraison printanière. Évidemment, quand certaines espèces fruitières n'ont pas l'intensité ou la durée de température froide, négative, peuvent avoir un impact sur le potentiel de floraison printanier. Les stress physiologiques en période végétative, qui peuvent entraîner des montées à graines de plantes potagères, laitue, céleri et autres. Les déficiences de l'évapotranspiration en été, j'en ai parlé tout à l'heure, des brûlures directes de l'épiderme des feuilles et des fruits par l'ensoleillement intense lors de journées caniculaires, ce qu'on peut observer sur tomates, aubergines, sur des pommes, comme vous le voyez ici en photo. Des stades phénologiques plus précoces, donc des stades qui sont avancés par rapport à la normale et qui sont suivis par les auxiliaires comme par les bioagresseurs des cultures. Et les dégâts des gelées tardives que j'ai évoqués précédemment. Alors, sur les bioagresseurs, on va voir d'une part, compte tenu des hivers plus doux et humides, finalement, une pression potentielle de pathogènes en sortie d'hiver qui va être renforcée avec un inoculum primaire important, notamment les oomycètes, qui sont des organismes fongiformes, proches des algues dans la classification, et qui vont générer des mildious, donc que l'on peut retrouver sur pommes de terre, tomates, oignons, choux, pois par exemple. Les phytophthora, qui vont être particulièrement agressifs sur les végétaux dans ces situations de forte humidité d'hiver ou de fin d'hiver, voire début de printemps. Cela dépendra des années et qui provoquent des pourritures de racines et collets que l'on peut caractériser
en milieu forestier par de l'encre, l'encre du chêne ou du châtaignier, ou encore celle qui peut sévir sur l'aulne glutineux et que l'on peut trouver sur des porte-greffes aux variétés fruitières comme le pommier ou groseillier. On peut avoir aussi un inoculum renforcé de chancre à champignons, comme le chancre européen. Le feu bactérien qui provoque des chancres bactériens l'hiver, alors va se manifester plus particulièrement sur des variétés sensibles en situation de risque élevé. Alors il faut bien reconnaître que les foyers restent peu fréquents compte tenu de la suppression ces 40 dernières années de nombreuses variétés et espèces sensibles. Néanmoins, il y a eu depuis 2015 des cas très intenses dans le Val-de-Loire et depuis 2 ans en région PACA, dans des vergers ou sur des fruitiers, dans des jardins, qui montrent que cette maladie a un potentiel de contamination encore élevé dans les conditions actuelles. L'émergence hâtive de certains insectes ravageurs va avoir des débuts de vol et des activités larvaires plus précoces. On peut citer un certain nombre de mouches. La mouche mineuse des Aliacées qui va sévir sur le poireau, l'oignon ou la ciboulette, la mouche du chou, la mouche de la carotte, des lépidoptères avec des tordeuses, des noctuelles ou pierrides. Une augmentation du nombre de générations annuelles d'insectes ravageurs avec des cycles qui peuvent être bivoltins au lieu de univoltins, ou qui peuvent, comme pour le Carpocaps des pommes, poires et noix, devenir trivoltins alors qu'il était bivoltin, notamment dans le sud de la France, ce qu'on observe depuis quelques années. C'est-à-dire une génération supplémentaire en fin d'été, début d'automne. Et des pullulations de certains arthropodes en conditions favorables de température élevée, les altises, les punaises, cicadelles, les thrips, les scolites et les tétraniques, qui sont des acariens pour leur part. Donc je vais revenir un petit peu sur l'ensemble de ces risques, avec une illustration là, des différents mildious de la tomate, le mildiou de la laitue, ensuite des symptômes sur pois ou sur tubercules de pommes de terre en coupe. On peut voir aussi ici les conditions de développement optimal du feu bactérien qui va infecter les jeunes pousses au niveau des stomates ou les fleurs, notamment quand la floraison, ça peut être une deuxième floraison, peut se trouver au moment où les températures sont élevées, mais comme elles sont souvent élevées de plus en plus tôt dans l'année, cette conjugaison de facteurs peut entraîner, avec des valeurs supérieures à 24-25 degrés, des risques élevés, notamment en cas d'averse de grêle, de vent fort, si l'inoculum, évidemment, de la bactérie est présent dans l'environnement. Ça peut être le cas sur des aubépines naturelles ou sur des variétés très sensibles dans le verger. On voit ici les symptômes, justement, qui ont été photographiés en région PACA ces 2 dernières années. Voilà, sur pomme avec l'exudat bactérien. Donc une expression très marquée de la maladie. Le Carpocaps des pommes, poires et noix, ici on voit sa dynamique en 2018 avec les 3 périodes de vol dans l'année. Donc les dernières captures ont été enregistrées là dans la région Midi-Pyrénées, Occitanie, le 24 septembre. Donc assez tardivement, on voit que les étés en fait entament sérieusement le début d'automne de plus en plus en termes de température. Les noctuelles, on voit des noctuelles méditerranéennes, du bassin méditerranéen, voire d'Afrique du Nord, qui étaient des espèces migratrices et qui se sédentarisent. C'est le cas depuis une dizaine d'années de la noctuelle méditerranéenne, qui s'est sédentarisée en Corse, en PACA, et qui remonte jusque dans le sud-ouest. On peut la voir aussi migrer jusque dans le Val-de-Loire. Elle s'attaque à de nombreuses espèces végétales, ornementales et potagères. Et c'est un ravageur polyphage particulièrement préoccupant dont les dégâts sont plutôt importants en période estivale. Mais là, une fois de plus, on voit que la pression est marquée de ce type de ravageur avec une polyphagie marquée sur les tomates, aubergines, sur les poivrons, les choux, radis, aussi bien que sur le haricot, la laitue, la betterave, le maïs doux, etc. On voit ici des courbes de vol qui ont été réalisées par piégeage phéromonal et qui permettent de montrer la dynamique de l'insecte au stade adulte. Et on voit qu'à partir de fin juin jusqu'à l'automne, finalement, l'insecte est en activité avec des pics marqués à certaines périodes de l'année, comme on peut le voir ici
au niveau de la région PACA pour les cultures légumières. L'impact potentiel des bioagresseurs aussi se manifeste de façon marquée par des insectes piqueurs suceurs de sève, qui sont des hémiptères, alors avec d'un côté les hétéroptères, les punaises, et de l'autre les homoptères, comme les cochenilles, les cicadelles, ou encore les psyllépucerons, mais qui sont dans une moindre mesure en développement. Par contre, on voit très nettement une augmentation des dégâts de cochenilles, de punaises et de cicadelles. Alors pour ce qui est des cochenilles, on voit des espèces, par exemple en Île-de-France, comme le Pou de Saint-José, ou la cochenille virgule du pommier, ou cochenille rouge du poirier en Normandie, qui reprennent beaucoup d'activités depuis 10 ans environ, et de façon plus marquée depuis 5-6 ans. Donc ce sont des dégâts directs qui peuvent se manifester sur les ramifications des arbres fruitiers, sur les fruits eux-mêmes. Et puis, les punaises vont piquer les jeunes fruits et entraîner des déformations, voire atteindre la saveur de certains légumes, comme la tomate ou l'aubergine, en altérant le goût. Donc, ces punaises peuvent être, bon, évidemment, sont de différentes espèces et peuvent être très impactantes par leur nombre sur les jeunes fruits, à la fois espèces potagères ou fruitières. On voit ici des dégâts qui sont très importants de punaises diaboliques. Cette punaise diabolique, elle a été détectée depuis quelques années en France. Elle est d'origine asiatique et elle a entraîné dans certains vergers, comme ici en 2019, en septembre 2019, jusqu'à 25% de pommes et 100% de poires dans des vergers de Savoie et Haute-Savoie, avec des déformations prononcées, une impossibilité pour les arboriculteurs de commercialiser ces fruits, et dans les jardins de particuliers, cela altère aussi beaucoup la qualité des fruits en l'occurrence. Donc cette punaise diabolique, elle est maintenant assez répandue dans la France. Certains réseaux suivis par l'INRAE, notamment de Montpellier, montrent que sa répartition s'est faite pratiquement dans tout l'Hexagone. Par contre, les niveaux de pression sont variables selon les années ou les zones géographiques. On doit pouvoir l'identifier, la reconnaître. C'est un insecte qui est non réglementé, mais émergent et préoccupant. Il est aussi réglementé, par contre, dans des pays tiers vers lesquels des végétaux, produits végétaux issus de France ou de l'Union européenne sont exportés. Donc cela constitue une contrainte forte. Une problématique marquée liée aux cicadelles vectrices, ces petits insectes piqueurs suceurs de sève qui peuvent transmettre des maladies vasculaires, en l'occurrence là la bactérie Xylella fastidiosa, qui, comme vous le savez sans doute, sévit depuis 2013 en Italie sur l'olivier. Des milliers d'hectares ont été abattus, incinérés pour essayer de contenir cette bactérie qui malgré tout progresse vers le nord. Elle a été détectée aussi en France en 2015, y compris sur l'olivier plus récemment, mais pas la même sous-espèce et souche que celle de l'Italie. Des cas sont aussi identifiés en Espagne, dont la maladie de Pierce, qui est une sous-espèce particulière de Xylella fastidiosa, qui se développe notamment sur la vigne, donc on ne l'a pas trouvé encore en France, et puis le Portugal est également concerné. Donc c'est une forte préoccupation et on peut penser assez légitimement que, comme beaucoup d'autres insectes piqueurs et suceurs de sève, surtout quand il s'agit de vecteurs de pathogènes, ces insectes vont, même s'ils sont plutôt inféodés à la strate herbacée de l'environnement des cultures, vont coloniser les végétaux en période de végétation, printemps, été, début automne, parce que la sécheresse qui sévit dans les bords de champs, dans les bords de culture ou de jardin, va les motiver à aller puiser leurs ressources alimentaires au niveau des parcelles cultivées qui, elles, sont irriguées, fertilisées et entretenues, ce qui peut donc favoriser la dissémination de certains pathogènes. Comme on peut le voir ici, c'est illustré par le service chargé de la protection des végétaux en Italie, qui montre que le cercope des prés, qui est le principal vecteur de Xylella fastidiosa en Italie, est passé de la strate herbacée vers le houppier des oliviers et ainsi a assuré des contaminations en série des oliveraies parce qu'il a changé aussi d'habitat à cause du changement climatique.
Donc, on voit ici la situation actuelle en Europe de cette bactérie transmise par les cicadomorphes, donc c'est cicadelles, afrophores et cercopes, avec les foyers récents de l'Occitanie en 2020 et ceux plus anciens de PACA et Corse pour la France métropolitaine. On voit ici la cartographie de la modélisation climatique qui a été réalisée par l'INRAE d'Avignon et de Montpellier et qui montre que les zones en rouge sont très favorables au développement de cette maladie liée aux insectes vecteurs. Donc, c'est ici que se concentrent les efforts de surveillance du territoire, en l'occurrence. Voilà, et puis des informations sont diffusées, notamment sur le site internet du ministère de l'Agriculture à ce sujet. Alors, dans les effets du changement climatique sur les bioagresseurs, on peut voir que les mouches des fruits aussi sont sérieusement favorisées en termes d'introduction et de dissémination. L'introduction par les flux de matériel végétal, par la mondialisation des échanges, mais aussi possiblement par des changements climatiques qui s'opèrent notamment du sud vers le nord. Et puis, on peut constater des dégâts d'insectes coléoptères, notamment des altises qui pullulent par temps chaud et sec sur un certain nombre d'espèces, notamment les brassicacées, le chou, le radis, le navet, le rutabaga ou la roquette. Et puis, des insectes xylophages responsables de pullulation, tels que précisés en milieu forestier précédemment. On peut les rencontrer aussi sur des arbres fruitiers, qui sont souvent des parasites de faiblesse et qui vont coloniser des arbres plutôt en mauvais état physiologique, moribonds ou souffreteux, et parfois liés au stress hydrique, lié aux périodes d'aridité prolongée. Alors on peut voir, comme ici sur cette illustration, des dégâts de mouches qui peuvent être impactants pour les pommes. Là, c'est la mouche méditerranéenne, Ceratitis capitata, qui sévit maintenant dans de plus en plus de départements chaque année. En 2016, pour la première fois depuis 15 ans, des variétés plus précoces ont été infestées dans ces conditions. Et jusque-là, l'exposition de la pomme au risque mouche était limitée aux variétés plutôt tardives. Donc, on constate désormais des attaques sur Elstar, Akan ou Gala. Et puis, il y a 2 ans, cette mouche méditerranéenne a été identifiée dans le Val-de-Loire. Donc, c'est vraiment une préoccupation compte tenu de l'impact qu'elle peut provoquer dans le mois qui précède la récolte notamment. On est aussi évidemment très attentif à des espèces, d'autres espèces de mouches d'origine asiatique, alors en l'occurrence Drosophila suzuki, avec le nom de l'espèce, on imagine qu'elle vient d'Extrême-Orient. En l'occurrence, c'est une japonaise qui peut connaître jusqu'à 13 générations dans son pays et souvent de 3 à 6 en France. C'est plutôt 6 ces dernières années, avec des attaques qui se manifestent par des pontes au moment du changement de couleur du fruit, et particulièrement sur la fraise, sur la cerise, mais aussi sur la myrtille, la framboise ou la groseille. Ça peut aussi impacter la vigne ou le kiwi. Donc, c'est vraiment un insecte polyphage très préoccupant que l'on peut suivre grâce au piégeage alimentaire et chromo-attractif, avec une solution attractive dans des bouteilles rouges perforées. Et on peut effectuer des relevés ainsi pour capturer les spécimens mâles que vous pouvez voir à l'écran. Alors, la mouche méditerranéenne, pour revenir à cette mouche, elle est particulièrement problématique dans le sud de la France, comme je vous le disais, mais on la craint aussi plus au nord, alors que la Drosophila suzuki est maintenant étendue sur pratiquement tout le territoire. En tout cas, pour l'ensemble de ces mouches, les préoccupations sont importantes et légitimes vis-à-vis des effets du changement climatique. On sait qu'on peut vraiment avoir des développements sur les fruits et légumes. C'est le cas notamment de mouches orientales aussi, comme celle de la mouche orientale des fruits, Bactrocera dorsalis, qui a été interceptée à Roissy ou à Rungis donc lors des contrôles à l'importation, et qui est un destructeur de fruits très envahissant. La première détection en Europe date de 2018 en Italie. Il y a eu
uniquement des interceptions au point d'entrée, donc pas de dissémination jusqu'à présent, mais c'est une grave menace pour la production et la commercialisation des fruits dans toute la région méditerranéenne et éventuellement plus au nord. Donc, le problème, c'est toujours la polyphagie de ce type de mouche, qu'on connaît bien, par exemple, sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, hein, parce que bon, cette mouche adulte y est dans son milieu de prédilection. Elle peut infester les cucurbitacées ou les solanacées légumières, et elle va pondre ses œufs dans les fruits en train de mûrir, un peu comme Drosophila suzuki, et dont les asticots ensuite vont détruire la chair. Donc, on voit ici une note qui a été réalisée par la FDG Don de l'île de la Réunion et qui précise comment identifier cette mouche. Et on voit ici les dégâts sur les fruits qu'elle est capable d'attaquer, comme la tomate, la goyave, les agrumes, la papaye, la mangue, le piment et des fruits exotiques de cette région. Mais vous voyez, ce sont des fruits qui deviennent inconsommables en l'état, puisque des pourritures vont rapidement coloniser les galeries et altérer complètement la chair des fruits et légumes. Donc, la modélisation climatique est aussi réalisée pour ce type de ravageurs, et on voit sensiblement la même zone que pour les cicadelles vectrices Axillella fastidiosa, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen, et possiblement des entrées sur le littoral sud-ouest atlantique, hein, la région de Bayonne jusque pratiquement en Charente-Maritime, quoi. Les pullulations d'altise vont se manifester, donc là on a affaire à des coléoptères en période chaude et sèche sur différentes brassicacées, dont on voit ici les dégâts. C'est un insecte qui pullule en grand nombre et qu'il est vraiment difficile de maîtriser sur ce type de culture sensible, notamment au stade cotylédon ou jusqu'au stade 4 feuilles, où les plantes potagères sont très vulnérables. On peut constater aussi des phénomènes de pullulation d'insectes capricornes xylophages ou saproxylophages, donc des espèces, je vous disais tout à l'heure, qui colonisent plutôt des plantes en mauvais état physiologique, telles que des capricornes, des scolites, des buprestes. Certains sont émergents, d'autres sont même réglementés au sein de l'Union européenne. On voit ici des espèces réglementées comme les capricornes asiatiques ou le longicorne à col rouge, Aromia bungi, qui est présent dans le nord de l'Italie, donc à nos portes. Les capricornes asiatiques sont, il y a quelques foyers présents en France qui ont été introduits via des bois d'emballage et de calage pour des importations originaires de Chine, de pavés de granit ou encore des pièces pour lester les ascenseurs, par exemple. On voit ici les dégâts de ce type de larves sur pommiers. C'est une photo qui a été prise à Boskop aux Pays-Bas. Aromia bungi est un capricorne qui attaque uniquement les arbres du genre Prunus, mais cela suffit effectivement à préoccuper. Comme d'ailleurs je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en plus de l'olivier, pour Xylella fastidiosa, c'est une maladie qui attaque aussi les prunus, et notamment le pêcher, l'abricotier et l'amandier. Donc là, de la même manière, mais sauf que c'est un insecte, il est capable de coloniser l'écorce puis le bois des prunus, en particulier l'abricotier et le pêcher, et moins souvent le prunier ou le merisier. Et puis, on poursuit avec un scolite vecteur de maladie. Alors, le scolite peut, par ses dégâts directs, réaliser des galeries sous-corticales qui vont affaiblir l'arbre et conduire à son dépérissement progressif. C'est souvent un insecte qui est colonisateur d'arbres en mauvais état, mais il peut aussi, pour certaines espèces, attaquer des arbres sains. Et en l'occurrence, ce type de petits coléoptères va coloniser le noyer. Il s'agit de Pityophthorus juglandis. Il est présent en Italie, ce ravageur, dans le nord de l'Italie. Et il est surveillé en France depuis 2019, en particulier dans les vergers de noyers, bien que les principales attaques aux États-Unis soient identifiées sur Juglans nigra, qui est le noyer noir d'Amérique et qui est une essence plutôt ornementale qu'on rencontre dans les parcs et jardins paysagers. C'est aussi une essence de reboisement localisé en milieu forestier.
Et donc, une attention particulière doit être portée sur ce type de ravageur et sa maladie associée. Alors, les effets positifs éventuels, pour terminer, le changement climatique, bon, on a vu là un peu le volet sombre qu'il pourrait avoir vis-à-vis des bioagresseurs de fruits et légumes à travers quelques exemples, mais l'humidité persistante associée à des températures plus douces en automne-hiver pourrait favoriser, on le constate déjà, certains micro-organismes responsables de maladies d'insectes ou de mycoses d'insectes en particulier, donc ce qu'on appelle les entomopathogènes, et qui pourraient réduire fortement les populations d'arthropodes, c'est-à-dire d'acariens ou d'insectes ravageurs des cultures en cours d'hivernation ou d'hibernation. Donc, on constate notamment que le champignon Beauveria bassiana, qui comporte plusieurs souches, peut parasiter ainsi des chenilles hivernantes, des chrysalides de papillons, des pupes de mouches, des cicadelles ou des punaises adultes hivernantes, ce qui permettrait de réduire les niveaux de population à un niveau plus acceptable après pour la période végétative. Et en été, comme cela a été dit précédemment par mon collègue, la canicule peut entraîner des mortalités importantes d'œufs, ça a été constaté notamment sur la processionnaire du pin, et des jeunes larves d'insectes. Donc, si certains végétaux y résistent, certains insectes ne peuvent pas, disons, accepter des valeurs supérieures à 30 degrés ou 35 degrés. Et puis, pour les champignons phytopathogènes, les températures létales, bon, évidemment, sont généralement plus élevées que celles des insectes, mais il y a aussi des questions de durée d'exposition et d'hygrométrie qui peuvent jouer sur la réduction de l'inoculum ou de la pression parasitaire. Donc, pour maîtriser ces risques au niveau des plantes potagères et fruitières liées au changement climatique, on sait qu'on a affaire à une modification des aires de répartition et de pression plus importante de certains bioagresseurs. Donc, la seule solution, c'est d'adapter progressivement les potagers et vergers au changement climatique, de continuer à observer régulièrement et de raisonner les interventions au plus juste pour maintenir ou ramener les populations de bioagresseurs à un niveau acceptable. La première des règles, c'est de favoriser la biodiversité pour augmenter la résilience des jardins, varier les végétaux cultivés en privilégiant les plus tolérants aux aléas climatiques, maintenir des zones aussi herbeuses de flore spontanée et fleuries, assurer des successions de floraison, différents niveaux de végétation, de la strate herbacée à la strate arborée en passant par la strate arbustive, et de favoriser finalement les équilibres biologiques, les liens trophiques autant qu'ils peuvent s'opérer dans les jardins. Et puis en complément, de respecter de bonnes pratiques culturales, préserver les auxiliaires naturels au sens large, donc les successions de floraison notamment peuvent utilement bénéficier aux insectes pollinisateurs, privilégier les mesures prophylactiques et piéger les ravageurs les plus préoccupants pour raisonner les interventions, dont celles de biocontrôle. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Jérôme Julien, de votre intervention, qui par certains côtés peut sembler terrifiante, parce que la balance est tout à fait en faveur des ennemis des cultures, plus que dans des bonnes nouvelles. Mais bon, il faudra bien faire avec. Alors, un certain nombre de questions. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a une ou deux qui étaient un peu limite entre vous et Hervé Jactel. Il y avait quelqu'un qui demandait où on peut trouver la méta-analyse dont a parlé Hervé Jactel. En fait, elle est publiée. Si vous m'envoyez un mail, je vous la renverrai en PDF. Voilà. Alors, merci pour la réponse. Et la même personne disait qu'il y avait un apport de poudre de roche volcanique. Est-ce qu'il y a eu des essais? Quels étaient les résultats? Non. Non, je n'ai pas connaissance. Pas connaissance de ça. Je ne sais pas quelle est la cible précise de la question, mais disons que les poudrages de roches volcaniques, je ne sais pas si vraiment c'est à ça que le participant, enfin l'internaute fait référence, mais il y a en tout cas des effets répulsifs insectifuges de certaines poudres, notamment le kaolin, l'argile sur fil blanche, voilà, vis-à-vis de mouches, mouches de l'olive, mais aussi de cicadelles et pucerons, pucerons cendrés. Donc
ça peut être intéressant, ces apports de poudre, évidemment, en dehors de période pluvieuse, sinon il faut recommencer l'application, puis protéger les nouveaux organes. Mais on peut avoir une barrière insectifuge, oui, ou répulsive, assez intéressante dans le contexte actuel. Et je pense notamment aussi aux mouches des Aliacées sur l'oignon, l'échalote ou le poireau. Ça mériterait d'être un peu plus expérimenté, probablement. Il y a encore du travail de ce côté-là. Oui. Et il y a alors quelqu'un demandait s'il y avait des prédateurs des insectes. Oui. Ah oui, oui, évidemment. Heureusement. Oui, alors ces prédateurs sont très liés, comme je l'ai dit, à la diversité végétale, aux différents habitats qui les intéressent. Certains insectes prédateurs au stade larvaire sont floricoles au stade adulte, donc ils doivent pouvoir bénéficier évidemment de succession de floraison pour prélever le nectar et le pollen. Il est important pour ça véritablement de laisser des coins de flore spontanés dans les jardins, même dans les exploitations maraîchères et dans les vergers de production, bien évidemment. Ce sont des cheminements qui ont mis du temps à se faire dans l'esprit des producteurs ou des jardiniers, mais qui aujourd'hui reviennent en force. Et je pense qu'on arrive ainsi à trouver des équilibres assez satisfaisants, même vis-à-vis d'espèces émergentes. Nos homologues suisses, par exemple, vis-à-vis de Drosophila suzuki, composent beaucoup avec cet équilibre biologique dans l'environnement des vergers, voilà, pour maîtriser la pression. Voilà qui est très intéressant. Il y avait une question aussi vous avez employé le terme de déficience de l'évapotranspiration. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce qu'on peut se demander si la demande climatique est accrue s'il y a une augmentation des températures. Oui, ce que je veux dire, c'est que la forte évapotranspiration va finalement entraîner un stress marqué de la plante et conduire à un arrêt de croissance, un blocage de croissance, donc ce qui peut véritablement altérer sa vitalité et son développement. D'accord, très bien. Et également, la même personne demandait, parlez-vous d'un effet indirect via l'épuisement des réserves du sol? Non, ce n'est pas par rapport aux réserves du sol, c'est par rapport au stress. Oui, c'est ça. Par rapport au stress. Une autre personne qui s'insurge, si je puis dire, quand y aura-t-il une politique forte de contrôle des plantes importées ou d'interdiction de commercialisation de certaines plantes ou produits agricoles, horticoles ou sylvicoles? Les moyens publics en place sont-ils à la dimension des problèmes posés? Les interdictions, certes, elles existent, c'est Oui, plutôt les moyens. alors, il existe d'abord, il y a une réglementation européenne depuis 2016 qui liste des espèces exotiques envahissantes prohibées dans l'Union européenne. Certaines ne sont pas présentes et sont particulièrement dans le collimateur, d'autres sont présentes sur certains territoires et les pouvoirs publics disons, font des efforts, on va dire, pour essayer de limiter autant que possible leur dissémination, mais c'est parfois très difficile. Il y a aussi surtout eu des accords, des conventions passées avec notamment, je pense à Valor pour la filière de production horticole concernant l'importation de plantes horticoles d'origine exotique qui pourraient présenter un caractère envahissant, de façon à responsabiliser là, les horticulteurs sur les introductions comme on a pu les connaître par exemple avec les lentes ou encore les renouées asiatiques. Ou Phytolacca americana, là, le raisin d'Amérique, qui nous pose vraiment des problèmes maintenant en termes de gestion, puisque ces échappées des jardins, ça arrive même maintenant avec la Cernegundo. Bon, c'était peut-être pas très prévisible, mais bon, c'est un arbre d'origine d'Amérique du Nord, je crois, et bon, il trouve par exemple un terrain de développement dans le Val-de-Loire, près d'Orléans, etc. Donc voilà, c'est toujours compliqué aussi d'anticiper l'ensemble des potentiel invasif compte tenu de l'évolution du climat. Mais voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui, face au changement climatique, deux écoles en quelque sorte, celle qui veut favoriser plutôt les écotypes locaux d'espèces végétales locales qui se sont progressivement adaptées au contexte du changement climatique. Donc ça, en lien avec les conservatoires botaniques nationaux, c'est très intéressant à observer. Et je pense que les forestiers partent pour beaucoup de cette logique. Et puis, il y a aussi possibilité d'acclimater des plantes d'origine exotique, de Nouvelle-Zélande, du Caucase ou d'ailleurs, qui résistent à des conditions climatiques très difficiles dans leur milieu naturel et peuvent présenter un intérêt pour les parcs et jardins français, avec les limites que l'on indique concernant leur caractère invasif, bien évidemment.
Alors, une autre question de notre ordre. Les variétés anciennes sont-elles plus résistantes et pourquoi pas les développer au lieu de produire des variétés insipides, pour les pommes en particulier? Oui. Alors, je suis bien d'accord. Après, la question du goût est un peu différente de celle de la résistance au climat. Néanmoins, il y a des variétés anciennes, et l'association des croqueurs de pommes, par exemple, est bien placée pour les valoriser. On peut voir dans des vergers conservatoires justement le comportement de ces variétés, ce qui est tout à fait intéressant de pouvoir mesurer leur comportement face au changement climatique. Donc, c'est vrai que si certaines espèces ont la capacité dans des régions de pousser en sol plutôt aride et en même temps de résister au froid l'hiver ou de supporter un peu mieux l'humidité, ça dépendra plutôt du porte-greffe généralement, bah, je pense qu'on peut considérer voilà, ces particularités pour peut-être faire évoluer les variétés dans leur diversité. Ce qui est sûr, c'est à mon sens, hein, les variétés modernes, bien qu'elles puissent parfois présenter quelques intérêts, sont souvent plus sensibles aux bioagresseurs que certaines variétés anciennes, pas toutes. On a des variétés anciennes qu'on a oubliées pour de bonnes raisons, même sur le plan phytosanitaire, donc ça c'est sûr. Mais vous voyez des variétés bon, c'est vrai, dites modernes, qui sont sensibles aux pucerons cendrés, à la tavelure, au chancre. Ce n'est pas forcément la panacée pour constituer un verger aujourd'hui, parce qu'elles peuvent venir de Nouvelle-Zélande ou d'Australie et pas forcément finalement adaptées à nos climats. Hein, avec malgré tout voilà, les 4 saisons qu'on arrive encore à peu près à distinguer en France métropolitaine. Donc c'est assez compliqué de composer avec ça. Je pense qu'il y a... Moi, je serais plutôt partant pour la diversité, voilà, et l'observation pour vraiment choisir les variétés. J'ai pas véritablement d'avis tranché sur la question. Simplement, je pense qu'il y a des variétés modernes qui peuvent présenter effectivement des intérêts. Certaines sont même reconnues pour leur tolérance à certaines maladies hein, ou à certains ravageurs, c'est évident. Des travaux de recherche vont dans ce sens. Mais on ne gagne pas forcément sur tous les tableaux. Elles peuvent être tout à fait tolérantes à la tavelure et en même temps poser des problèmes vis-à-vis du climat sur des aspects physiologiques ou autres. Donc voilà, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut considérer. C'est assez complexe, je pense. Très complexe. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Il y a toujours beaucoup d'intervenants en ligne, je pense. S'il y a d'autres questions, ah si, en voilà une autre. La différence de comportement des variétés anciennes modernes vis-à-vis des maladies et ravageurs doit être analysée dans des conditions agronomiques permettant la comparaison, par exemple en collection. Ces conditions comparatives sont rarement vérifiées. C'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est intéressant, je pense, de voir ça. L'avantage de ces vergers conservatoires ou de ces potagers bon, qui permettent de vérifier le comportement des différentes variétés dans un même milieu, c'est justement de pouvoir observer le comportement de ces variétés dans différentes circonstances climatiques ou météorologiques et puis d'en tirer des conséquences. Moi, je trouvais important les transmissions de variétés potagères par la reproduction sexuée via les semences avec de la sélection massale que les maraîchers pouvaient faire de génération en génération et ainsi adapter véritablement les variétés au contexte pédoclimatique local. On a trouvé ainsi, c'est vrai, des variétés améliorées au fil des années par les producteurs eux-mêmes et qui comportent véritablement un grand intérêt et qui n'ont pas forcément été identifiées ou qui ne sont pas vraiment comparables avec les travaux de recherche que peuvent faire les établissements semenciers qui sont aussi honorables par ailleurs. Hein. J'ai rien contre l'hybridation, bien évidemment, ou la recherche variétale. Mais ce sont deux approches concomitantes voilà, qui, je pense, sont intéressantes à observer une fois de plus. Je pense que la place du jardinier amateur, en tout cas dans tout ça, moi, je ne me place pas là dans une posture forcément professionnelle, c'est de pouvoir regarder l'offre qu'il peut avoir à sa disposition, de tenir compte des avantages et inconvénients, mais de rechercher malgré tout la diversité avec un maximum d'atouts vis-à-vis des variétés,
connaissant vraiment les conditions de son milieu, de son jardin, hein. C'est sûr qu'on ne doit pas faire n'importe quoi et adapter les différentes espèces et variétés aux caractéristiques pédoclimatiques locales, ça c'est sûr. Alors moi, j'aurais une question par rapport à ça. Est-ce que le savoir-faire de la sélection massale chez les producteurs, les jardiniers, elle existe toujours? Là, Bah, je crains que j'ai ça mes doutes, hein. ait… Oui, moi aussi, je doute que c'est bon. J'en avais discuté avec Jean-Yves Perron, enfin, par exemple, à Agrocampus, qui misait beaucoup là-dessus. Et bon, c'est sûr que c'est un capital, en quelque sorte, qui s'est perdu progressivement. Voilà. Mais ça veut dire que ça reste intéressant à faire, malgré tout, je pense. Et on peut ainsi bénéficier, comme cela se passe en milieu naturel, d'évolutions intéressantes à considérer. Bon, mais oui, c'est moins le cas aujourd'hui dans les productions maraîchères actuelles, hein, qui utilisent plutôt des variétés issues de l'amélioration végétale voilà, à travers les sociétés semencières, qui est une autre approche. Alors, il y a une autre question qui revient plutôt sur les arbres fruitiers. Le double greffage est-il efficace dans le cas de variétés mal adaptées? Oui, on peut toujours. Oui. Encore Voilà. faut-il savoir le faire, voilà. C'est ça, oui, c'est une technique. C'est encore une technique. D'autant que bien souvent, je dirais même bien souvent, c'est la quasi-généralité, les fruitiers vendus en grande surface, on ne connaît jamais le porte-greffe. Bien, malheureusement, oui, malheureusement. Et même dans certaines jardineries, même je pense que certains vendeurs responsables de rayons jardinerie ne connaissent pas la réponse à cette question. Non. Ce qui n'est pas le cas du pépiniériste local, hein, que vous pouvez fréquenter autant que possible, hein, je vous le recommande. C'est toujours intéressant, voilà, de discuter avec un pépiniériste local du porte-greffe adapté à votre type de sol, hein. Ça me semble être une bonne recommandation, ça. Et de toute façon, vous parliez tout à l'heure des conservatoires de variétés anciennes. Oui, Il y a des conservatoires qui vendent les plants, y compris par correspondance. Et oui, là, tout on à a fait. le nom des porte-greffes. Voilà, tout à fait. C'est même parfois encouragé par le conseil départemental dans certains Tout à fait. départements. J'ai vu ça, je crois, en Seine-Maritime ou en Calvados. En tout cas, oui, il y a des appuis, même des pouvoirs publics, sur ce type d'acquisition. Conservatoires régionaux. Conservatoires régionaux, voilà. Oui. Quelqu'un qui commentait que, oui, par rapport au travail de sélection et sélection massale, les sélectionneurs vis-à-vis des pathogènes et des ravageurs n'ont pas travaillé pour rien. Oui, c'est sûr. Non, bien sûr. Mais ça, je sais bien. Je sais bien, il y a eu des avancées considérables de ce point de vue contre des viroses, certaines maladies vasculaires, des verticilliums, des fusariums, etc. Bon, c'est une avancée très importante. Quand je dis que certaines vieilles variétés ont été oubliées, c'est parfois compte tenu des risques qu'elles présentées au plan phytosanitaire sont tout à fait justifiées. C'est pour ça que quand on considère plusieurs paramètres, à un moment donné, il faut bien faire un choix. Si c'est la question du goût qui prime, bon, on va peut-être pas gagner sur tous les tableaux et avoir, je sais pas, une tomate qui a un goût formidable, mais qui en même temps est très sensible au milieu. Ça, c'est tout à fait malheureusement possible. Alors, quelqu'un qui demande de façon un peu inquiète, demain, faudra-t-il cultiver tous nos légumes et nos fruits sous voile anti-insectes, toile d'ombrage et paragrèle? Bon, évidemment, si on artificialise le milieu, on le coupe des phénomènes climatiques. Bon, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Probablement qu'on sera obligé, en tant que jardinier, de repenser les périodes de semis, repiquage ou plantation pour voilà, permettre aux végétaux de se développer dans des conditions plus favorables. Vis-à-vis des bioagresseurs, bon, il y a malgré tout un développement des méthodes de biocontrôle, des méthodes aussi culturales, prophylactiques. La connaissance des cycles aussi des organismes nuisibles, bon, dans les bulletins de santé du végétal notamment, permet par exemple au moment du vol de la mouche mineuse du poireau, de l'oignon, de l'ail, bien voilà, de cibler la période d'activité principale de l'adulte, de ponte, et donc là de supprimer un tiers des feuilles, mettons, pour éliminer les œufs et empêcher ensuite les asticots de coloniser le fût. Mais cela demande effectivement un raisonnement très précis pour être efficace.
C'est plus difficile que de poser un filet une fois le repiquage réalisé. Alors, la personne qui parlait de la réglementation revient à la charge et demande sur les précisions sur nos méthodes, si les moyens de contrôle et de lutte sont vraiment à la hauteur des risques et des enjeux. Voilà, on a la réglementation, mais derrière, est-ce que les moyens sont à la hauteur? Voilà. Alors, la nouvelle réglementation phytosanitaire européenne a été mise en application au 14 décembre 2019. Elle a effectivement une annexe qui est consacrée aux organismes nuisibles de quarantaine, prohibés au sein de l'Union européenne. Ces bioagresseurs sont ciblés au point d'entrée communautaire où circule le matériel végétal avant le dédouanement. Donc en fait, le contrôle phytosanitaire se fait par les services officiels du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sur ces points d'entrée communautaires. Et il y a des échantillonnages, des taux de sondage qui sont effectués, du piégeage aussi pour assurer la conformité du matériel végétal avec les exigences. Bon, évidemment, il a été souhaité, même encore assez récemment, de renforcer la communication auprès des particuliers, des voyageurs notamment, qui peuvent être tentés de ramener des végétaux. Et en disant ça devant les membres d'une Société nationale d'horticulture de France, peut-être que je pense que certains ont été tentés, c'est très probable, de mettre quelques boutures entre le gant de toilette et la serviette dans la valise, ça a pu arriver, mais ça peut aussi comporter des risques. Les semences aussi, bien évidemment. Bon, j'ironise un peu, mais voilà, c'est-à-dire qu'outre les flux de matériel végétal qui sont identifiés et passent les différentes étapes de contrôle, il y a aussi ce que les personnes peuvent apporter d'un pays à l'autre. Et malheureusement, on a des cas historiques de telles infestations ou contaminations. Et puis, il y a aussi les achats par Internet, les achats postaux, etc. Donc, il faut vraiment être responsable par rapport à ces situations. Et je pense que c'est respecter les règles qui s'imposent. Parce qu'on peut très bien semer quelques graines de maïs provenant d'Amérique latine dans son potager pour se faire plaisir et contaminer le champ d'à côté et entraîner de gros problèmes par la suite. Je vais prendre, Oui. excuse-moi Daniel, je vais prendre la balle au bon pour dire à Jérôme, comme il a l'habitude de l'entendre, que c'est une raison supplémentaire pour développer l'épidémiosurveillance dans les jardins d'amateurs. Bien sûr, bien sûr. Ça, je m'emploie à le redire. On est en réflexion actuellement au niveau national, à la DGL, avec 3 groupes de travail qui ont été mis en place et doivent rendre un rapport partagé fin juin pour justement indiquer quelle sera la marche à suivre en 2022. Et un comité national, le CNOPSAV, qui se réunira à l'automne 2021, va présenter cette évolution. Je milite fortement pour que les jardins et espaces verts, dans leur diversité, et tous les acteurs qui peuvent réaliser de l'épidémiosurveillance contribuent activement à cette surveillance du territoire et cette vigilance qui est vraiment nécessaire dans les jardins, compte tenu de la diversité des plantes qui s'y trouvent et puis de l'origine du matériel végétal. On est bien d'accord. Par rapport aux introductions qui vous avez signalées entre le gant de toilette et la serviette, et puis il y a des insectes qui peuvent très bien voyager dans du matériel qui n'est pas végétal, dans des cruches, dans Tout à fait. du matériel. Oui, on craint les passagers clandestins, les autostoppeurs, on les appelle comme ça dans notre jargon, tous ceux qui peuvent profiter de la circulation. Alors par exemple, dans les avions, c'est plutôt bien contrôlé. Au niveau des transports routiers, il y a effectivement des voies d'introduction privilégiées qui sont surveillées par le piégeage. Et puis, des collègues, par exemple, à Rungis, font un très gros travail à ce sujet. Mais on n'est jamais à l'abri d'une introduction accidentelle. Jamais. Pour nous, forestiers, un problème particulier, ce sont les bonsaïs. Ah oui. Certains sont prohibés. Les insectes forestiers peuvent très bien attaquer un bonsaï. Ils n'ont pas besoin d'un gros tronc. Ils peuvent le faire dans une petite branche ou dans le sol. C'est un... oui. D'ailleurs, des origines sont prohibées en Europe, de bonsaï asiatiques, compte tenu du risque. Oui, c'est prohibé, clairement prohibé. Donc, il y a des destructions chaque année, puisque
il y a toujours des tentatives. Après, il y a le problème du blanchiment du bonsaï qui est importé dans un pays européen fabuleusement et qui redevient d'origine après avoir été réexporté à un autre pays européen. Oui, évidemment, il n'y a pas que la France qui contrôle l'introduction dans l'Union européenne. Bon, voilà, donc, on pense que normalement tout le monde doit travailler de la même manière, mais peut-être qu'il y a des petites On ne différences. peut que retarder les introductions, mais à un moment ou à un autre, malgré les précautions, ça finit par rentrer quand ça veut rentrer, quoi. Oui, c'est sûr que la mondialisation des échanges... Est-ce que par hasard, avec les diminutions des échanges internationaux là, pendant la période de confinement, vous avez vu des diminutions? Non. Je n'ai pas encore les statistiques de l'année 2020, mais par contre, oui, on sera attentif à ça. Je pense que... Il y avait eu un bel exemple en 2008-2009 quand il y a eu la crise économique où on avait vu une chute de l'export du transport de containers. Ouais. Mais bon, comme c'est reparti de plus belle après, ça n'a été... Oui, naturellement, les flux ont été réduits. Qui pose une nouvelle question, pour le moment c'est la dernière, qui nous dit qu'il habite près de l'Espagne et qu'il y a de nombreux clients qui y vont pour acheter des plantes, des graines, des semences dont les origines ou lieux de production ne sont nullement mentionnés. Et dans ce cas, y a-t-il une surveillance possible? L'Espagne fait partie de l'Union européenne, donc la libre circulation de marchandises depuis les accords de Schengen prévaut, sauf que pour la vente de matériel végétal à remettre en culture, un passeport phytosanitaire accompagne les plantes. Donc normalement, toute entreprise qui commercialise des végétaux ou produits végétaux a satisfait au départ l'immatriculation au service de la protection des végétaux de son pays et ces cultures ont été contrôlées avant la commercialisation du matériel. Donc c'est normalement la règle. Donc c'est les clients qui devraient réclamer ce passeport phytosanitaire. Non, mais il est indiqué sur tous les produits qu'on achète actuellement. Voilà, c'est ça, ça suit le bon livre. Enfin, maintenant, moins le bon de livraison, c'est plus normalement sur chacune des plantes, mais ça peut être des lots de végétaux. Il y a eu des accords qui ont été passés pour ne pas obliger les producteurs à étiqueter chaque plante. Donc, il y a des lots qui sont reconnus pour être suivis avec le passeport phytosanitaire, mais en principe, c'est la règle qui doit être respectée par tous les pays, tous les États membres de l'Union européenne. Moi, j'incriminerais plutôt les bourses aux plantes, les échanges de plantes entre jardiniers, où là, on direct, les fêtes des plantes, enfin certaines fêtes des plantes, celles qui n'ont pas pignon sur rue, où là, on ne contrôle rien du tout. Oui, en effet, c'est sûr que c'est un risque. On pourrait citer des exemples. Il y a eu des cas de transmission de maladies bactériennes ou virales, par exemple sur la vente de plants de tomates comme ça, où les particuliers peuvent produire leur propre plant de tomates à partir de graines récoltées l'année d'avant dans leur potager, mais sans garantir la qualité sanitaire des plantes mères et des semences. Donc évidemment, quand on sort du cadre, on va dire, contrôlé, surveillé de la production de matériel de multiplication, on peut s'exposer en tant que jardinier à de tels risques. Ce n'est pas forcément identifié par tous les jardiniers amateurs, bien évidemment. Donc, en disant cela, vous répondez à une question qui demandait que penser des trocs de graines. Bon, c'est pareil, les graines, c'est la même chose que pour les plantes. Oui, ça dépasse le risque. Et il y a toujours la même personne à propos des origines espagnoles qui précise que sur les cellos de plantes qui sont achetés en Espagne, il n'y a jamais de passeport phyto. Donc, alors, je pourrais lui donner l'adresse d'une jardinerie où on achète des plantes avec des passeports phytosanitaires. Sur les Pyrénées-Orientales. Sur les Pyrénées-Orientales. Voilà. Et même de plusieurs jardineries. Non, mais une fois de plus, l'étiquette n'est pas forcément visible sur chaque plant. Ça va être plus facilement identifiable, par exemple, sur des plants de fraisiers ou sur des plants de pommes de terre, mais pas forcément sur, je sais pas, des plantes vivaces ou autres qui ont été achetés par lot. Vivaces florales, j'entends, ou certains plants potagers. Donc, simplement, si l'acheteur veut s'assurer de cette garantie, il pose la question au responsable de rayon de la jardinerie et il est tenu de lui répondre s'il satisfait ou non aux exigences communautaires. Donc, voilà la réponse.
Pour le moment, je ne vois… Ah si, encore une question. La protection des plantes, le passeport phytosanitaire n'est pas obligatoire pour la vente aux particuliers. Ah bon? Oui, mais jusqu'à la jardinerie, oui. Ah, jusqu'à la jardinerie, voilà. Donc, ce qui compte, c'est de savoir si c'est arrivé dans de bonnes conditions jusqu'au revendeur. D'accord. Les règles sanitaires sont bien connues des professionnels, mais la chalarose du frêne est bien entrée en France avec des plants importés d'un pays de l'Union européenne. Oui, Chalarose. la calarose du frêne, Oui. oui, qui est un champignon, enfin, Hervé Jactel pourrait probablement en parler. Évidemment, c'est une préoccupation dans les milieux forestiers et puis dans les haies bocagères aussi, et aussi pour tous les frênes têtards des bords de rivières, des ripisylves, etc. Bon, c'est vraiment une grosse crainte, à la fois sur le frêne commun, Fraxinus excelsior, mais le frêne oxyphile aussi, malheureusement. Je crois qu'en plante de jardin, le Fraxinus ornus, le frêne à fleurs, pour le moment, n'est pas affecté par cette maladie. Bon, ça fait l'objet de recherches par l'INRAE, de suivi. Mais évidemment, l'introduction, oui, elle s'est faite comme d'autres bioagresseurs de façon intracommunautaire. On a connu d'autres problématiques comme ça. Je ne sais pas, par exemple, le Phytophthora de l'Aulne que j'évoquais tout à l'heure, il est venu d'Angleterre. Bon, donc, on peut très bien ainsi, malheureusement, voilà, échanger des plants contaminés ou infestés et puis assurer la progression, dissémination du bioagresseur. Bon, ce n'est pas un organisme nuisible réglementé, hein, donc c'est plus compliqué à maîtriser. Par contre, ce qui est réglementé, c'est la grille du frêne qui est aux portes de l'Europe, qui doit être en Ukraine, Biélorussie, Russie, peut-être bientôt en Pologne. Alors la grille étant à Buprest, c'est sûr que dans la catégorie des insectes xylophages tels que Scolide capricorne, tout à l'heure je vous ai cité les Buprest aussi, bon, y compris sur les fruitiers. Donc on a la grille du bouleau, la grille du frêne qui sont des espèces réglementées de quarantaine, même de quarantaine prioritaire. Oui, là, ils sont très surveillés, ces ravageurs, avec du piégeage réalisé de façon représentative sur le territoire, avec un maillage de pièges. Voilà. Mais bon, peut-être qu'on ne l'évitera pas de toute façon, hein, mais ce qui compte, c'est la détection précoce pour agir efficacement dès l'identification des premiers foyers, le cas échéant. Voilà. Bien, alors j'ai l'impression que les questions se tarissent. On est arrivé à… Non, on est au bout. Là, moi, je suis au bout, je n'ai rien d'autre pour le moment. Donc, il me reste à vous remercier sur son exposé. Il y a eu plusieurs questions pour savoir, alors, si on pouvait avoir les informations que vous avez données. Donc, je redis aux participants que ce sera sur le site de la SNHF et ensuite sur la chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui demandait s'il pouvait avoir les PowerPoint que vous avez présentés. Alors, je pense que les PowerPoint eux-mêmes ne sont pas diffusés. Ça dépend, tout dépend des auteurs. Si vous pensez que vos PowerPoint sont libres de droit, on peut les mettre aussi sur le site de la SNHF. S'ils ne sont pas libres de droit, on ne peut pas. Donc, c'est à chacun de vous deux de voir et de me l'envoyer si c'est possible. Disons que l'article que l'on a rédigé pour les actes de ce colloque, de ce webinaire, sont, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, très conformes à ma présentation PowerPoint. Donc, oui. je pense que… Moi, je n'ai pas de problème à envoyer le PDF. Moi non plus, vraiment. Mais bon, je trouve que ça va être très semblable vraiment à l'article des actes qui va être communiqué. Je pense que ce que souhaitent les participants, c'est d'avoir des photos, notamment. Oui, je pense que c'est ça. Le contenu, oui, mais c'est les photos qui sont intéressantes. Donc, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'il y a de plus attractif. Si vous êtes d'accord pour me les envoyer, vous me les envoyez, on les mettra sur le site. Bien. Écoutez, moi, je voudrais vous remercier, remercier Daniel et Philippe pour l'animation qu'ils ont faite de ce webinaire. Vous remercier tous les deux pour ces exposés qui ont été très intéressants et vous voyez qu'ils ont attiré énormément de questions auxquelles je
crois, on a pu répondre. Il en reste beaucoup. On aurait pu développer beaucoup de choses à propos de vos questions sur la préservation des ressources génétiques, sur la sélection pour les tolérances aux maladies. Voilà. Mais on n'a pas le temps de tout développer. Et je vous dis donc merci aux auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur ce que dit la nature. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au Au revoir. revoir. Au revoir au chat. Oui, le chat est venu nous rejoindre.